Lorsque je vous dis restauration de monuments historiques, je suis sûr que les premières images qui vous viennent à l'esprit sont celles d'un tailleur de pierre, d'une foule d'ouvriers avec des casques et des gilets orange, ou encore celle d'une grande grue de chantier avec des travaux et près desquels il est écrit « chantier interdit ». Alors ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Avant tout, un chantier, il faut le préparer. Et c'est de cette grande étape de la restauration dont nous allons parler. Alors partons ensemble pour comprendre en 3 épisodes ce qu'il se passe avant un chantier de restauration en France. Comment réagir dans l'urgence, qui décide une restauration, qui intervient, et surtout, pourquoi restaure-t-on? Allez, on y va! Tout au long de cette mini-série, nous allons suivre un cas concret d'étude, l'église Saint-Thomas de Crépy-en-Valois. Elle est située dans l'Oise. Elle est actuellement en restauration, ce qui va nous permettre de rencontrer de nombreux professionnels qui interviennent à la préparation justement de cette restauration. C'est un monument que je connais bien, premièrement parce que j'ai pu y intervenir en tant qu'archéologue pour y fouiller, et surtout parce que nous avons fait avec la chaîne Archivolt une grande vidéo dans laquelle l'église Saint-Thomas est l'objet d'étude. Dans cet épisode, nous nous questionnions sur l'avenir de nos monuments, de l'intérêt de les conserver ou non, et particulièrement lorsqu'ils sont incomplets ou qu'ils ont souffert comme l'église de Saint-Thomas. Il faut dire que la restauration de cette église est un sujet particulièrement vif pour la commune de Crépy-en-Valois, spécialement depuis l'effondrement partiel qu'elle a connu en 2019. Il a fallu alors agir dans l'urgence, ce qui est une des particularités de cet édifice, mais qui n'est malheureusement pas un cas rare. Un monument, c'est comme un humain, ça tombe malade, et ça connaît des accidents. Saint-Thomas de Canterbury, l'accident principal qu'elle a connu, il est très visible. C'est le démontage autour des années 1800. Il revient en gros à une grosse amputation du site. Mais il y a aussi tout un tas de petites altérations qui affectent et qui traumatisent progressivement l'église. C'est pour cela que nos monuments sont sans cesse surveillés, ou que des parties sont temporairement interdites à la promenade. Et durant un chantier, particulièrement avec une dimension d'urgence relative comme le nôtre, ces mesures elles sont plus importantes encore. Lors de l'effondrement, les services techniques sont intervenus rapidement. D'abord pour sécuriser l'effondrement lui-même, ensuite pour accompagner la mise en sécurité de l'édifice, et enfin pour faciliter la mise en place de la zone de travail en vue de faire poser un échafaudage, l'échafaudage actuel. Et quel travail! Il a fallu trier l'effondrement, veiller à sauvegarder les blocs jugés utiles, soit parce que réutilisables, soit parce qu'ils nous apprennent des choses sur les parties effondrées. Il a aussi fallu libérer et niveler le terrain pour permettre l'installation d'un échafaudage, s'assurer de maintenir la circulation piétonne, mais aussi la circulation automobile. Et il a fallu assurer les raccordements électriques, remettre en place un pare-aérage, etc. Alors j'ai rencontré Nicolas Englebert, directeur des services techniques, qui a été un des acteurs importants concernant toute cette phase de sécurisation des lieux aux premières heures après l'effondrement. C'est vraiment une bombe, quoi. Voilà, l'effondrement, quand ça s'est produit, c'était important. Le sol a vibré, on a réveillé des gens du quartier. Et puis après, dans les jours suivants, quelques témoignages. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il a fait trop chaud, il a plu. C'est un orage. Beaucoup de questions très vite, finalement. Et puis le partage avec tous les acteurs de ce genre de bâtiment où chacun commence à apporter sa petite pierre en disant voilà ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en sécurité. Et donc commencer à se poser les bonnes questions finalement. J'en profite pour vous dire que des effondrements de monuments, malheureusement, chaque année, il y en a en France. Et quelque part, c'est normal, ça fait partie de la vie des monuments. C'est le travail du temps qui est à l'origine de la plupart de ces événements, mais parfois c'est aussi l'usage du bâtiment, comme par exemple pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, à Notre-Dame, toute proportion gardée, le processus de restauration est le même qu'à Saint-Thomas. On s'est vraiment concentré sur la protection de ce qui restait de l'édifice, pour pas aller au-delà de ce qui était déjà effondré, et puis avoir, pourquoi pas, un deuxième effondrement, puisque l'édifice était fragilisé par la perte d'un de ses piliers. On a très vite pris cette décision de mettre un toit au reste de l'édifice, et puis ensuite de voir comment on pouvait maintenir tous les piliers restants avec
avec ce qu'on appelle des frettages, hein, ces fameuses sangles que vous pourrez voir autour des piles, avec des tirants, des poussoirs, enfin essayer de maintenir l'ensemble de l'édifice et de le protéger par un toit au-dessus. Et ensuite, venir chercher les pierres qu'on pouvait protéger, celles qui étaient à sauvegarder, puisque on pouvait alors accéder aux pierres qui étaient tombées en sécurité, n'ayant pas à craindre un nouvel effondrement de ce qui restait de l'édifice. Évidemment, en bon archéologue, je me suis interrogé sur l'avenir des pierres qui ont été triées. C'est ce qu'on appelle un dépôt lapidaire. Il sera reconstruit quand, comment, dans quelles conditions, ou pas d'ailleurs. Hein, il ne m'appartient pas de le dire, mais en tout cas de sauvegarder toutes les possibilités qui peuvent être offertes avec ce monument, et bien sûr de réutiliser des pierres d'époque qui ne suffiront pas à reconstruire la même chose, mais au maximum essayer d'inclure, de respecter tout le travail qu'on a pu sauver finalement, hein, de l'histoire, de tous ceux qui ont pu travailler là-dessus, de respecter ça et d'être le plus précieux possible avec ce qui reste. Pierre d'origine et pierre pas d'origine. Celle-là, elle est complètement différente. Tout ne pouvait évidemment pas être assuré par la commune, notamment les aspects les plus techniques qui ont été délégués. Le premier intervenant technique ou physique d'un chantier de restauration, c'est presque toujours le monteur d'échafaudage. D'ailleurs, il sera bien souvent aussi le dernier intervenant, puisque c'est quand on démonte un échafaudage qu'on voit si tout tient debout, en gros. Donc c'est ce qui en fait une profession clé, à laquelle d'ailleurs on ne rend pas toujours l'hommage qu'elle mérite. Pourtant, monter un échafaudage, ça réclame quand même plusieurs compétences. De l'intelligence géométrique pour en imaginer la disposition, une certaine finesse pour faire une mise en place avec le moins d'impact possible pour le monument, du sérieux pour que l'édifice devienne pas un problème en lui-même pendant le chantier. Il est d'ailleurs pas rare qu'un échafaudage évolue en cours de chantier en fonction des besoins des différents métiers ou en fonction de l'avancée des travaux. Surtout, un échafaudage, ça sert pas qu'à faire accéder les ouvriers au monument. Ça peut aussi avoir une fonction structurelle. Là, en l'occurrence, l'échafaudage est vraiment conçu dans un premier temps pour couvrir l'édifice, pour éviter les intempéries, les infiltrations d'eau, etc., pour la mettre à l'abri du vent, de la pluie, ces choses-là. Et la deuxième fonction, c'est pouvoir reprendre une poutre XL qu'on est venu passer donc à travers une baie. Il y avait encore une baie sur une des façades, donc on est venu coulisser à la grue une poutre XL qui a été assemblée au sol. Et de cette poutre-là, l'entreprise en question a créé donc un platelage avec un étaiement en bois pour retenir la voûte qui est partiellement encore en place. Alors oui, l'échafaudage, donc il est complètement indépendant, autostable, autour de l'édifice, donc avec un parapluie par-dessus. C'est pourquoi aussi, si jamais, on va dire, l'échafaudage a besoin de bouger un peu, parce que forcément, quand il y a des grosses rafales de vent, il est un petit peu flexible, l'échafaudage. Hein, pas non plus, il ne faut pas s'imaginer que tout l'échafaudage, ça se voit quasiment pas à l'œil nu, mais il a un petit peu de radiation. L'échafaudage est uniquement là, en autostabilité, pour protéger l'édifice. Dans le cas de Saint-Thomas, l'échafaudage est assez symptomatique de notre situation. Il a été monté dans l'urgence et avant même la phase d'évaluation. Quand la restauration de la tour nord débutera, il y aura donc un second échafaudage qui viendra temporairement être monté autour d'elle. Et puis, il fonctionnera probablement avec celui qui est déjà en place, mais ils ne sont pas identiques. L'un est un échafaudage de travaux, l'autre est un échafaudage de support. Alors pour le montage de Saint-Thomas, on était sur une équipe de 3 personnes. Donc c'est 3 personnes, donc le chef de chantier, le monteur et son manutentionnaire. On est venu à le renforcer le jour où on est passé sur le parapluie, où là on avait mis une personne ou 2 en plus pour passer donc justement tout ce qui est poutre, parapluie, tôle par-dessus. Un point que la plupart des intervenants ont souligné, particulièrement l'échafaudeur d'ailleurs, c'est que le monument est abîmé. Alors il est abîmé surtout par ce qu'on appelle le travail du temps. C'est-à-dire que c'est pas par exemple la guerre qui l'a martyrisé le monument. C'est surtout le climat, les intempéries par exemple, la pluie, le vent, le gel. Mais aussi, depuis quelques décennies, la pollution. Et c'est bien ça le second ennemi contre lequel il va falloir se battre pendant la restauration. Alors,
Grâce aux techniques modernes, on peut faire une économie de moyens humains aujourd'hui, par exemple. On est moins nombreux sur les chantiers. Mais par contre, se battre contre le climat, ça reste un impondérable. Et si on regardait vers le passé pour en savoir un peu plus sur un chantier du Moyen-Âge? Contrairement à l'habituelle vision un peu misérabiliste du Moyen-Âge, qui, comme vous le savez si vous suivez Archivolt, m'agace beaucoup, on n'a jamais tué les gens à la tâche au Moyen-Âge, encore moins les ouvriers sur un chantier. Je vous explique. Le Moyen-Âge, c'est pas une période de surpeuplement et de surproduction. Ceux qui mangent, ce sont ceux qui travaillent. Il n'y a pas d'inutile, personne n'est sacrifiable. En plus, dans une société très croyante, même si l'homme a toujours été homme et qu'il n'a jamais été tendre avec son prochain, tuer quelqu'un à la tâche, c'est tout sauf un droit d'entrée au paradis. Mais surtout, quand un individu a une compétence particulière, notamment une compétence technique comme tailler une gargouille, agencer une charpente, monter un échafaudage, même poser du plomb sur un toit, on le garde. On ne le laisse pas partir dans une autre province. On ne le laisse pas partir sur un autre chantier et surtout, on ne va pas le tuer à la tâche. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le remplacer. Et quand bien même on veut le remplacer, on n'est pas sûr de trouver la même compétence. Alors même si les sources sont rares, les historiens le savent. Il y a peu d'accidents sur les chantiers. Tout le monde fait attention à soi et aux autres. Et les ouvriers spécialisés sont d'ailleurs très bien rémunérés par des comptables et des contrôleurs de chantier. Les conditions de travail sont pas horribles, elles sont pas mauvaises d'ailleurs, elles sont dures, mais comme dans tous les métiers physiques, comme aujourd'hui. Et on peut même ajouter qu'au Moyen-Âge, il existe des corporations de métiers. C'est des espèces de sociétés d'entraide qui vont par exemple aider les ouvriers blessés ou les veuves d'un travailleur décédé. Et dans le même ordre d'idée d'ailleurs, sur un chantier médiéval, il n'y a pas des milliers de personnes. Il y a les manœuvres, les tâcherons si vous voulez, ceux qui vendent leurs bras, leur force de travail non spécialisée. Et puis il y a les techniciens qui sont les meilleurs, mais peut-être une 50aine en tout pour une église comme Saint-Thomas de Canterbury. Et ça suffit largement. Comme on vient de le voir, avant même que les travaux ne démarrent, plusieurs métiers essentiels s'affairent déjà. Certains pour préparer le terrain, d'autres pour installer l'équipement indispensable, par exemple l'échafaudage. En parallèle, n'oubliez pas qu'il y a tout le suivi administratif qui suit son cours. Et ça aussi c'est colossal, même si j'en parle pas dans la présente vidéo. Maintenant que l'édifice est sécurisé et stabilisé, il s'agit alors de penser à la restauration. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons donc à comprendre comment un tel projet est pensé, par qui, et qui décide ce qui doit être restauré. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. N'oubliez pas de vous abonner, et à très vite pour le deuxième épisode de la série.